J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Je vais, comme à l'habitude, départager mon écran pour que vous puissiez me voir en entier. Ça devrait être bon. Bienvenue à toutes et à tous. Je vais démarrer avec Bérengère Collignon. On va parler du burn-out neurodivergent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui attendent cette thématique. Mais avant ça, je vous redonne le cadre pour ce sommet. Vous savez que j'interagis avec des personnalités qui sont extraordinaires. C'est pas de l'information descendante, d'accord? C'est pas une masterclass, c'est pas un cours magistral, c'est une interaction. On va parler de sujets qui sont connexes aux émotions. Et puis, vous pouvez bien sûr rebondir dans le chat. Vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions, vous pouvez partager des expériences. On va démarrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais débloquer. J'ai verrouillé les sons et les caméras, Bérangère. C'est pour ça que tu ne peux pas encore le dire. Je vais te débloquer le son. Je vais te débloquer la vidéo. Et comme ça, tu vas pouvoir te montrer. Normalement, ça devrait marcher. Tadam, tadam. Bon. Tadam. Ben voilà, à la troisième fois, il faut que tu viennes. C'est que je fais déjà le rappel, tu sais, avant la fin. Bonjour tout le monde, bonjour Corinne. Bonjour Bérangère. Alors, donne-moi une Coucou. petite seconde. Je rebloque les vidéos. Dans le chat, faites un accueil à Bérangère comme il se doit. Envoyez-nous des emojis et dites bonjour dans le chat. Voilà, j'ai bloqué le son, j'ai bloqué les vidéos. On va pouvoir démarrer doucement. On est une petite centaine, ça monte. De toute façon, on va vous laisser venir. Voilà, tout le monde te dit bonjour, Bérangère. Alors, pour ceux et celles qui... Ah, coucou regarde, Eric. Eric, tu as levé la main. Ne levez pas les mains, sinon votre nom arrive sur le replay. Alors, je vais présenter Bérangère. Je sais que beaucoup de personnes connaissent Bérangère dans les personnes qui sont ici présentes. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Bérangère, je vais présenter, tu me corrigeras si bien sûr il y a des choses qui ne sont pas correctes. Euh, mais normalement, j'ai tout bon. Tu es Bérangère, experte en neurocoaching émotionnel. Tu es fondatrice de Claressence. Je le dis comme ça, c'est juste ou Clarté sens. Il y a un T, Clartessence. À important. chaque fois, Hmm. je me, je me trompe dans la prononciation. Clartessence, cabinet de coaching, organisme de formation spécialisé en intelligence émotionnelle. Donc, toi, tu aides des profils neurodivergents à donner du sens à leurs talents dans les transitions de vie, activer la clarté intérieure, transformer leur être en robuste et régénératrice source d'énergie. J'aime beaucoup cette phrase. Et puis, tu rêves d'un monde plus sain pour les générations futures. Point commun, d'ailleurs. Hmm. Voilà, et tu as tu as toute une carrière en ressources humaines, de nombreuses années, on a 15 ans hein, en ressources humaines, dis-moi si je me trompe, et en management. Et tu as découvert tes propres neurodivergences après un burn-out. Tu t'es certifié en neurocoaching, travailles sur le quotient émotionnel, hein, si je me trompe pas. Voilà, tu t'es certifié, tu t'es formé aussi aux troubles du neurodéveloppement. Voilà, donc il y a toute une spécialisation sur le neurodéveloppement, la neurodivergence qui va nous intéresser aujourd'hui. Et puis, on va entrer aussi dans le vif du sujet par rapport à une expérience qui est aussi personnelle. Et ça, je trouve que c'est très riche. Donc, on combine l'expérience et la science. Voilà. Et donc, soyez libres dans les commentaires de rebondir, de poser des questions. On fait comme à l'habitude, d'accord? Nous, on a notre sujet. J'ai une ligne directrice, mais on va surfer sur la vague. Voilà. Donc, on peut commencer, Bérangère, par parce que tu vois, le sujet, c'est le burn-out neurodivergent. C'est pas connu, hein. Enfin, ce terme-là, il n'est pas très connu. Comment est-ce que on le définit, s'il y a une définition? Et puis, comment est-ce que tu en es venu justement à arriver, tu vois, à cette étape-là de dire waouh, parce que c'est pas un burn-out.
Normal, j'aime pas trop les normales, tu sais. Classique, ouais. C'est Enfin, pas pas burn-out classique classique. non plus, mais ouais. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être me poser un petit historique pour qu'on puisse ensuite continuer sur le sujet? Oui, oui, bah avec plaisir, hein. Je suis là pour ça, il paraît. Donc, alors déjà, juste une info, moi je mets pas le chat parce que sinon, bah, comme je suis neurodivergente, je vais partir à vouloir répondre, à pas suivre le fil. Donc voilà, soyez indulgente, indulgent si je ne réponds pas, si je ne vois pas. Corinne, je te laisse vraiment, Dans le voilà, chat. focus. Et puis oui, alors bah, par rapport à la présentation, déjà merci de m'accueillir ce matin pour parler de ce sujet cher à mon cœur et qui a ben, façonné qui je suis et ce que je fais aujourd'hui. Alors pour revenir sur le terme d'experte, ça me fait toujours un petit peu flic ce terme parce que en fait plus on tire la ficelle et plus on se rend compte que bah, vraiment il y a encore plein de choses à découvrir et qu'on le fait chacun avec nos prismes, encore plus quand on a un trouble du neurodivergent. Donc ce que je vais dire là, bien sûr, ça n'engage que moi ou je donnerai les infos, les sources d'où j'ai les informations. Moi, je tiens vraiment à reposer aussi un cadre. Je suis pas professionnelle de santé, vraiment pas. Je suis pas thérapeute, même si le neurocoaching émotionnel a des effets thérapeutiques dans l'avancée. Ça, je l'ai vu pour moi personnellement et je le vois pour mes clients. Donc c'est là où pour moi il y a vraiment un intérêt à communiquer aussi sur bah, le burn-out neurodivergent et qu'il y a des solutions en fait qui existent. Et puis bah, je vais essayer de partager avec une sémantique qui est commune pour créer des ponts en fait, parce que très souvent on va mettre des mots ben, pour essayer de comprendre ou de d'englober des populations. L'idée c'est pas de créer des étiquettes ou de mettre des populations d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment de comprendre parce que le cerveau en fait il a besoin d'avoir des repères pour comprendre. Et en fait, quand on veut mieux communiquer, bah déjà pour soi, comprendre ce qui se passe et pouvoir expliquer ce qui nous arrive, c'est bien d'avoir un vocabulaire, une sémantique un peu commune. Donc voilà, j'ai pas pu participer à tout les interventions depuis le début du sommet. J'aurais bien aimé pour faire un maximum de liens. Je vais voir comment ça match ou pas. Et puis donc pour revenir à ta question alors comment dire? Moi, je me suis rendu compte, après avoir découvert mes neurodivergences, que j'avais pas seulement fait qu'un seul burn-out que je pensais être professionnel, mais qu'en fait, j'ai fait multiples épuisements liés à mon mode de fonctionnement particulier. Alors, quand on parle de burn-out neurodivergence, ce qu'il est important d'abord, c'est peut-être de définir ce qu'est la neurodivergence. Et en fait, quand on parle de neurodivergence, derrière, c'est vraiment les troubles les troubles du développement, les troubles neurodéveloppementaux, voilà. Et en fait, dedans, on va retrouver 6 grandes catégories. Donc, il y a le TSA, qui est le trouble du spectre autistique, où dedans, on va dire qu'il y a une dyade émotionnelle qui va être vraiment les difficultés de communication, d'interaction sociale. Donc ça, c'est le premier point qui permet de voir. Et en fait, il doit être obligatoirement cumulé aussi avec des intérêts spécifiques et des comportements qui peuvent être répétitifs. Et en fait, donc pour chaque trouble, on va voir qu'il doit y avoir aussi une forme de retentissement dans plusieurs sphères de la vie. Donc c'est pas un truc qu'on décide comme ça parce qu'on fait un test sur les réseaux et qu'on se dit ah bah tiens ça me ressemble ou ça me ressemble pas. Il y a un truc important que je veux dire aussi avant de continuer sur les 5 autres troubles du neurodéveloppement, TND, c'est que tout ce qui est HP, HPI, HPE, etc., ce ne sont pas des troubles du neurodéveloppement. Quand on a un HPE, HPI, sans rentrer dans le débat, c'est scientifique, pas scientifique, c'est du test psychométrique ou c'en est pas, etc. En fait, juste ça, il n'y a pas de retentissement en fait dans la vie. Par contre, on le verra après, ça peut être cumulé avec un trouble du neurodéveloppement et ça peut même retarder le diagnostic parce que on met en place des stratégies qu'on pense fonctionnelles puisque ça fonctionne depuis qu'on est tout petit, qu'on nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire et qu'en plus on nous félicite de bien le faire. Mais c'est pas pour ça que c'est un trouble du neurodéveloppement. Ça c'est hyper important aussi à comprendre, il me semble en tout cas.
Merci pour la clarification, parce qu'on le voit, un petit peu partout. Et je me suis amusée à chercher sur Google tout à l'heure, tu sais, parce qu'on en avait parlé toutes les deux. Ouais, Et quand tu googles, eh ben, c'est noté exactement l'inverse. Donc, faut faire attention à ce qu'on voit sur Internet et aller oui. chercher des sources qui sont fiables. Exactement. Et c'est pour ça que je dis que d'avoir la bonne sémantique et de savoir de quoi on parle, c'est important. Non pas tant, enfin, c'est important à la fois pour comprendre, mais aussi et surtout pour aller mettre en place les actions concrètes, spécifiques pour la personne et qui vont fonctionner pour elle, en fait. Oui, oui, oui. Voilà. Ensuite, on va avoir, pour continuer hein, sur les 6 troubles du neurodéveloppement qui peuvent exister, il y a le TDAH, donc trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, sachant que là, on va retrouver quand même 3 caractéristiques qui peuvent ou pas être cumulées. Donc ça va vraiment être le trouble attentionnel. Donc là, il va y avoir de la difficulté à se mettre à une tâche, par exemple, ou à rester concentré, de la distractibilité. Euh, Après, il peut y avoir de l'hyperactivité. Donc, ça peut être de l'hyperactivité en fait physique, mais ça peut aussi être de l'hyperactivité cognitive. Voilà. Et après, il va y avoir tout ce qu'on appelle le contrôle des impulsions, donc l'impulsivité, qui est très liée aux fonctions exécutives. Et on va voir que aussi dans le TSA, en fait, les fonctions exécutives, elles ont un impact hyper important. Donc ça, c'est le deuxième trouble. Ensuite, on a vraiment le trouble des apprentissages. Donc, Je les anciennement, écoute il y en même avait temps. 3-10. Dans Vas-y, Corinne. Tout ce que tu dis, je l'ai listé, tu sais, pour qu'on ait dans le chat, pour que simplement Ah qu'on ouais, ait ok. une liste, que Ben, ce je soit vois pas facile. le chat, donc vas-y, Voilà. amuse-toi, fais-toi Je te dis, plaisir. parce que tu me vois surement taper pour que tu Ouais, saches ouais, que voilà, je suis en train de faire ça en même temps. ok. Donc, on est troubles de l'apprentissage, tu disais. Donc les troubles de l'apprentissage, donc autrefois dit les troubles 10. Donc on va retrouver trois 10 principaux. Donc vraiment la dyslexie qui est la lecture, les difficultés de lecture, donc d'encodage. Après on va avoir tout ce qui est dysorthographie, donc dans l'orthographe, quand on Mm. va plutôt redécoder, écrire. Et puis après tout ce qui est lié à l'apprentissage des nombres avec la dyscalculie. Donc ça, c'est les troubles de l'apprentissage. Après, on va avoir les troubles moteurs, anciennement dit dyspraxie. Donc, c'est plutôt les troubles du développemental de la coordination. Donc là, on va retrouver beaucoup tout ce qui est lié à la maladresse, le fait de casser des objets, d'avoir aussi des mouvements stéréotypés, donc des balancements, des mouvements répétés. Il peut y avoir des tics moteurs, vocaux, et c'est là-dedans aussi que est classifié hein, dans le DSM-5 le syndrome de Gilles de la Tourette. Ensuite, on va avoir les troubles de la communication, anciennement appelés dysphasie, où là, on va retrouver tout ce qui est bégaiement et communication sociale, donc pragmatique du langage. Concrètement, faire la différence avec le premier et le second degré. Donc ça, c'est une difficulté de communication qu'on retrouve aussi dans le TSA. Et puis, l'utilisation aussi de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Donc, être en capacité aussi de pouvoir voilà, se mettre à la place de l'autre, imaginer dans une situation sociale basique, parce que l'autre, il peut être en train de penser ou de ressentir, quoi. Et ensuite, on a aussi ce qu'on appelle les troubles du développement intellectuel, euh, avec notamment la trisomie 21, qui est classifiée dedans. Et donc, on se rend compte qu'en fait, pourquoi je parle de burn-out neurodivergent et pas non plus, pas seulement de burn-out autistique, parce qu'en fait, en France, alors c'est très peu documenté. Il y a dans d'autres pays où le burn-out autistique va être un petit peu documenté. Mais moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que dans 80% des cas, quand on va diagnostiquer un trouble du neurodéveloppement, dans 80% des cas, il y a une forme de comorbidité, de co-occurrence avec un autre trouble du neurodéveloppement, voire avec une autre maladie. Alors j'ai oublié de dire aussi, hyper important, le trouble du neurodéveloppement n'est pas une maladie. Donc ça ne se soigne pas. Voilà. Euh, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que avant de faire un diagnostic du trouble du neurodéveloppement, il va y avoir tout ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. Donc pour voir si la difficulté que la personne elle rencontre, elle n'est pas liée à une difficulté organique ou psychologique. Mhm. Parce que en fait, le neurodéveloppement, c'est la manière dont nos neurones sont câblés, et on a des neurones pas que dans le cerveau,
on en a aussi dans les intestins, dans le cœur. Donc, je pense qu'on est vraiment qu'aux prémices de ce qu'on peut voir en termes de recherche sur le sujet. Mais voilà, en fait, il va y avoir vraiment ce diagnostic différentiel. Et après, on va passer surtout par des éléments cliniques, mais pas que, hein. Il peut y avoir des diagnostics avec des spécialistes, hein, des ergothérapeutes, enfin plein des psychomotriciens, enfin plein de thérapeutes ou de médecins qui Mhm. vont faire ce qu'on appelle des pré-bilans. Et après, le diagnostic, il est fait, lui, par un médecin. Donc, soit un médecin traitant, soit enfin, un pédiatre. Oui, ça peut être un pédiatre ou un neuropsychiatre. Mais Mhm. c'est un médecin. Donc tout ça, en fait, c'est hyper important à comprendre parce que quand on entend dire oui, c'est un peu à la mode, etc., quand on voit déjà le parcours, ben en fait, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent se dire, bah tiens, qui ont une suspicion, et c'est ok, ils sont pas obligés hein, d'aller faire le diagnostic. Encore une fois, je suis pas là pour prêcher le diagnostic, c'est pas du tout l'idée. C'est plus le fait de se dire, bah si je me sens concernée, ça peut être intéressant déjà d'aller creuser des pistes, déjà de comprendre ce qui se passe derrière, d'aller creuser des pistes concrètes pour que bah, je puisse être en prévention du burn-out ou en reconstruction efficace, en fait. Et Et puis, adapté à moi, je peux rebondir ou tu perds ton bien idée sûr. si je fais ça? Ok, Non, vas-y, vas-y. d'accord. Je rebondis sur ce que tu as dit avant qui est hyper important. Beaucoup parlent de burn-out autistique. En fait, c'est très réducteur puisque là, tu parles de burn-out neurodivergent quand on voit que la neurodivergence, c'est plus que simplement le spectre de l'autisme. Et puis, en plus, tu vas en parler probablement tout à l'heure. euh, il y a des symptômes qui peuvent être communs à tous ces différents troubles, tu vois. Et donc, c'est là où ça devient complexe. C'est que si on réduit que au spectre autistique, tu vois, tu passes à côté de plein d'autres choses. Ouais, mais tu Oui, vas en parler tout à l'heure, hein, je pense. alors oui, oui, je vais en parler tout à l'heure et en même temps, c'est là où il y a toute la complexité et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un accompagnement pluridisciplinaire et adapté à la personne parce qu'en fait, les troubles du neurodéveloppement peuvent eux-mêmes créer des difficultés qui sont présentes depuis l'enfance, surtout quand on fait des diagnostics tardifs, hein, après la Oui, trentaine. oui, Parce qu'en fait, il peut y avoir même ce qu'on appelle des traumas autistiques, c'est-à-dire que oui. le fait même d'avoir ce fonctionnement particulier, ou même un fonctionnement neurodivergent, fait que, par exemple, on retrouve beaucoup de personnes qui ont une phobie des médecins parce que n'ayant pas eu un diagnostic plus jeune, ils peuvent avoir eu des auscultations qui ont été invasives pour elles. Un trauma, c'est quoi? Enfin, un trauma, un terrain qui est propice à un trauma, en fait, c'est quand la personne n'a pas les ressources suffisantes pour vivre le stress Hmm. qu'elle va être amenée à vivre et que du coup, elle va pas être sur un stress adaptatif, mais elle va être sur un stress aigu qui risque de devenir chronique et qui est en plus euh, source d'incompréhension. C'est-à-dire que, euh, en fait, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais par exemple, dans le trouble du spectre de l'autisme, il va y avoir des difficultés par rapport à la sensibilité. Donc la sensibilité, très concrètement, elle est souvent amenée d'une manière réductrice, mais on peut avoir trois manières d'apporter la sensibilité. Il y a tout ce qui est lié à l'émotionnalité, donc, l'intensité, la valence, le fait d'avoir des réactions émotionnelles qui sont adaptées ou pas adaptées par rapport aux attentes sociales, donc qui crée aussi du stress pour la personne qui ne sait pas qu'elle a ces difficultés-là, Hmm. parce que elle peut avoir des réactions qui sont inadaptées. Hein, j'en parle dans un post ce matin sur l'inertie émotionnelle notamment. Donc tout ça, c'est ce qui va être lié à plutôt l'émotionnalité. Après, on va avoir la sensorialité, qui peut être une sensorialité particulière. Très souvent, on parle d'hypersensibilité, mais en fait, on se rend compte que euh, un même sens peut être hypo ou hyper activé en fonction non seulement du contexte, mais aussi de l'histoire courte qu'il y a juste avant pour la personne, c'est-à-dire est-ce qu'elle a été en surstimulation ou pas. Et ça, pour tous les sens, pas seulement les cinq sens qu'on connaît habituellement, même si, enfin, moi j'ai une hyperacousie par exemple, ça peut être vrai pour le sens de la vue, enfin, être vite ébloui. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je baisse un petit peu l'intensité de ma lumière parce que sinon je vais avoir mal à la tête quand on va avoir terminé. Mais ça peut être, voilà, ça peut être aussi la nociception, donc le rapport à la douleur. Ça peut être la thermoception, donc ne pas sentir quand on sort qu'il fait froid.
Enfin, moi, il y a des gens, des fois, je sors, avant, j'étais très frileuse et maintenant, j'ai plus vite chaud. Donc, il faut que je pense des fois à me couvrir, en fait. Et c'est des choses qui évoluent dans la vie. Mhm. Ensuite, il y a, j'ai vu la valence. La valence, c'est quand c'est agréable ou désagréable. Je crois que c'est ça, hein, la question. Ensuite, il va y avoir aussi la proprioception, donc la capacité à ressentir ses propres besoins. Et quand on cumule avec les difficultés qu'on peut observer avec les fonctions exécutives, parce que c'est ce que je disais, hein, tout à l'heure, dans 80% des TND, il y en a un autre, mais dans 70% d'un TSA, on va retrouver un TDAH, par exemple. Ce qui fait que c'est difficile de voir ce qu'on va travailler en premier lieu pour que la personne, elle retrouve un mieux-être. Si c'est les fonctions exécutives, eh bien, il va y avoir, par exemple, un problème des difficultés dans la mise en place d'une action qui peut être très très longue. Et en fait, une fois qu'on est dans l'action, il peut y avoir ce qu'on appelle l'hyperfocalisation, où là, on est tellement concentré qu'on en oublie ses propres besoins parce que on n'a plus cet indicateur de la proprioception en connexion, quoi. En fait, c'est un peu comme une voiture qui roule, qui est sur l'autoroute. Voilà. Disons qu'au départ, elle est sur l'autoroute, elle roule tranquille, etc. Elle grandit, la voiture, hein, c'est nous, hein, c'est notre véhicule terrestre. Et on va avoir des indicateurs qui vont s'allumer. Poum, on a un indicateur rouge. On va chez le médecin. Il nous voit, il nous ausculte, alors dans tous les sens, dans toutes les parties, et il nous dit, c'est rien, tout est normal. Ok, bah, le voyant, il est rouge, mais en fait, tu as l'habitude qu'il soit rouge. Donc, il reste rouge, mais tout le monde te dit que c'est normal et qu'en plus, tu roules plutôt bien. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que tous les autres sur leur tableau de bord, ils ont leurs indicateurs. Mais toi, tu les as pas en fait. T'as pas ton indicateur de quand est-ce qu'il faut t'arrêter, la limite. Parce que la limite, bah oui, on te la prend dans l'espace-temps, ok. Sauf que quand tu as un problème des fonctions exécutives, qu'est-ce qui se passe? T'as plus la notion, le rapport à l'espace-temps. Si tu as un problème 10 avec les nombres, tu sais pas forcément calculer l'heure, faire le ratio entre la durée, etc. Donc ça peut être hyper compliqué. Enfin, c'est tout un cumul en fait à aller voir et à aller chercher. Donc ce tableau de bord-là, il est là, existant, mais en fait, on n'est pas connecté avec lui. Et en fait, il y a des études qui ont montré assez récemment que, par exemple, dans le TSA, je crois que c'est une étude qui date pardon, de 2014, que les dendrites, en fait, qui sont l'arborescence, hein, je crois que vous en avez parlé avec On a parlé avec Bernard Bernard. Anselem, ouais. Et ben, en fait, alors c'est une étude qui est de l'Université Columbia, hein, le centre médical, qui a été faite sur un panel très petit d'enfants de 2 avec des ados à 20 ans. Et donc, elle est peut-être pas très représentative, mais ça donne une impulsion. Et en fait, cette étude, elle montre que dans un sujet qui n'a pas de TSA, il y avait 41% de moins de dendrites que chez un sujet avec TSA. Ce qui veut dire que ça pourrait expliquer ce rapport à la sensibilité, à la sensorialité plus précisément. Et notamment ce qu'on appelle la synesthésie, c'est-à-dire le mélange des sens. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert pour moi et du coup qui m'a vachement rassurée, quoi. Parce que je me suis dit, ah, mais je suis pas folle. En fait, quand je vois une vibration, quand je perçois un son avec une couleur, comme une forme d'aura, une couleur, ah, bah, ok, en fait, je perçois et je comprends que mon cerveau filtre pas forcément ou connecte pas de la même manière. Sauf que ça crée des saturations, en fait, aussi. Je vais C'est le rebondir. deuxième point Vas-y, sur la sensorialité. Je finis le troisième. vas-y. Ouais. Le troisième, c'est vraiment tout ce qui est relationnel, l'affectivité. En fait, on voit que dans les sujets qui peuvent avoir ces troubles, il y a une forte affectivité et une forte dépendance Affectif. affective qui peut se créer, donc qui peut être très bien, mais en même temps qui peut être un frein pour l'autonomisation et la responsabilisation de la personne, en fait. Donc c'était ça les points que je voulais Mais c'est là faire que un peu tu dans vois. tous les sens. J'espère que c'est clair, Ouais, dites-moi. mais en même temps, regarde, c'est très clair. En plus, tu as le fil, tu vois. Tu Ouais. regardes ton fil. C'est très clair. Et en même temps, tu vois, c'est important. On se rend compte que c'est très vaste.
C'est pas un truc, comme tu disais, tu vois, tu fais un petit test en ligne et tac, c'est fait. On est vraiment sur quelque chose qui demande, bah, ça demande du temps aussi, hein. Il y a des tests à faire, il y a des diagnostics à poser, etc. Et on parle pas encore d'après comment on traite ça, comment on fait pour avancer avec ça. Je vais juste rebondir sur quelques questions du chat. Je joue mon job, Bérangère, comme Ouais, ça. ouais, tu fais Fais des bien. retours sur le chat. Je donne juste une indication parce que je ne l'ai pas dit depuis le début du sommet. Quand vous vous inscrivez sur la plateforme School, vous ne pouvez pas rentrer tout de suite dans la masterclass parce que nous validons manuellement les entrées, les inscrits, parce qu'on fait attention à qui rentre. Donc c'est normal peut-être, Myriam, que tu n'as pas encore t'as pas pu rentrer dans la classroom parce qu'on n'avait peut-être pas encore cliqué sur laisser rentrer. D'accord? Voilà. Donc c'est possible qu'il se soit passé ça. Je rebondis sur Sébastien qui demande, Bérangère, qu'en est-il de l'hyper... Bah, t'en as quasiment parlé, mais on va revenir dessus, hein. Qu'en est-il de l'hyper... Je pense que c'est des trucs qu'il faut redire plusieurs fois pour que... parce que c'est quand même complexe, hein. Qu'en est-il de l'hyper-excitabilité émotionnelle? Cela concerne mon fils qui a un TDAH et des troubles exécutifs. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. Oui. Alors, en fait, chez le TDAH, on va rencontrer ce qu'on appelle un besoin d'hyperstimulation parce que, je vous le mettrai si vous voulez à la fin dans le chat, il y a le neuropsychiatre Yann Lestrade qui en parle dans un podcast hyper intéressant et qui explique en fait justement le système dopaminergique qui est particulier dans les troubles du neurodéveloppement. J'aime pas parler de fonctionnel ou dysfonctionnel parce qu'en fait c'est un fonctionnement particulier qu'il est important de s'approprier pour comprendre en fait comment ça fonctionne et pouvoir s'adapter, j'ai envie de dire à l'instant T quoi, avec cette fameuse impermanence de la vie, hein, on est des êtres vivants. Et en fait, ce qui se joue derrière, c'est que il va y avoir un besoin d'hyperstimulation. D'hyperstimulation, par exemple, pour rentrer dans une tâche, parce qu'on va avoir du mal, par exemple, à rentrer dans une tâche, et après on peut rester focalisé dessus, mais il y a aussi un besoin d'aller activer son système dopaminergique, et la dopamine, en fait, elle s'active par quelque chose d'excitant, en fait, qui vient donner de la surexcitation, par exemple, de l'euphorie, hein, c'est ce qu'on dit dans le terme habituel, la dysfonction de la joie, mais qui peut être dans un fonctionnement habituel de quelqu'un qui a un trouble du neurodéveloppement. Et en fait, tout l'enjeu, ça va être quand même de sécuriser la personne. Alors, au-delà de la sécuriser à l'intérieur d'elle, hein, qui a un réel travail à faire, parce que on se rend compte qu'avec la complexité des profils qu'on peut trouver, il peut y avoir hein, aussi cette difficulté dont a parlé Boris Cyrulnik de la relation sécure, non seulement aux figures d'attachement, mais aussi à soi, parce que quand on a ce rejet qu'on a vécu depuis tout petit, parce qu'on se dit ça se fait pas de bouger partout, ou voilà, et en fait ça peut créer cette difficulté-là, et du coup on va venir retenir des fois cette excitabilité, et en même temps de bien comprendre l'enjeu de se mettre en sécurité. Enfin, pour revenir à mon histoire, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans mon expérience, moi je suis bourrée de cicatrices parce que quand j'étais petite, en fait, il m'est arrivé plein d'accidents dans la vie. Et le médecin disait, faut l'occuper. Donc j'étais tout le temps occupée, mais j'étais tout le temps fatiguée en fait. Je suis tombée de 3 mètres d'un arbre, voilà, sur la tête, traumatisme crânien. Ah bon, je sais pas, voilà, c'est toute cette histoire-là en off. Mon fils a fait pareil en fait. Et je me disais, il est comme moi. Ce qui a retardé aussi le diagnostic parce que j'avais pas cette idée-là. Et donc c'est pour ça quand on dit c'est un effet de mode ou en fait c'est tout ce qu'on met en lumière une fois qu'on comprend le fonctionnement et qu'on se dit ah il y a quand même un réel danger pour la personne, non seulement par rapport à la mise en danger, Mhm. et aussi par rapport au taux de suicide qu'on peut regarder chez les personnes et notamment chez les jeunes qui en piquent quand ils ont ce trouble du neurodéveloppement, un trouble du neurodéveloppement, qui est entre 3 et 7% plus important selon les études qu'on va aller regarder, pour les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement par rapport à celles qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce que il y a une incompréhension de soi, puis il y a aussi un besoin de camouflage, on va en parler après, de masking, qui est un réel besoin en termes de survie sociale. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup à la question.
entre ce besoin d'excitabilité, la mise en danger et le fait de se calmer, de trouver des stratégies qui fonctionnent pour calmer le système dopaminergique. Et là, on va revenir sur des choses qui peuvent être, par exemple, des objets d'autostimulation, des choses en termes de steaming. Donc, steaming, c'est tout ce qu'on appelle en fait les gestes auto-apaisants qui vont être perçus, par exemple, pour une personne neurotypique, comme on vient calmer son surstress, son stress émotionnel, alors qu'en fait, pour une personne neuroatypique, ça va être simplement de rester dans son centre. Là, depuis tout à l'heure, je sais que je bouge. En fait, c'est pas que je suis stressée, c'est que je garde mon fil, en fait. Je garde mon focus à l'intérieur. Je sais que je suis OK et que ça va bien. Mais j'ai plein d'objets, voilà, j'ai plein d'objets auto-apaisants autour de moi. Et en fait, comme je le sais, ben aujourd'hui, je travaille comme ça, en fait. Donc, Est-ce c'est ça. est-ce qu'il est possible, tu vois, les enfants qui savent pas, tu vois, c'est pas diagnostiqué, etc. Est-ce que les enfants peuvent aller de manière quasiment intuitive vers ces objets-là? Oui, hein? Parce Ah bah que, oui, moi c'est ce qui il- m'a sauvée en fait. L'intuition, et d'ailleurs c'est ce qu'une neuropsy m'avait dit, parce que enfin moi j'ai mis en place pour moi plein d'accompagnements, ce qui m'a permis aussi de booster en fait aussi l'accompagnement que je propose pour mes clients. Mais en fait c'est là où c'est hyper riche, hyper intéressant. C'est que mon instinct et mon profil m'a permis de mettre en place des stratégies qui étaient fonctionnelles pour moi, qui m'ont fait passer sous les radars pendant longtemps, qui peuvent aussi permettre à plein de personnes de passer sous les radars. Et tant que c'est OK, j'ai envie de dire c'est OK. Il n'y a pas besoin d'aller se mettre l'arrêt au courbouillon, j'ai envie de dire, de se mettre sur des listes d'attente, de se poser 50 000 questions et de dire voilà, je passe mon diag. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, les professionnels de santé le disent eux-mêmes, même quand on est en cours de diagnostic, il n'y a rien qui empêche de déjà commencer la prise en charge. Après, la difficulté, elle peut être effectivement financière, parce que bah, d'aller solliciter plein de professionnels de santé, ça a un coût, c'est une réalité, et c'est pas forcément toujours pris en charge. Mais du coup, ça permet d'avancer. Et oui, l'instinct, mais on parle d'intelligence, en fait, l'intelligence, aujourd'hui, quand on regarde le terme d'intelligence, il ne fait pas l'unanimité dans le cercle scientifique. Donc en fait, il n'y a pas une intelligence, il n'y en a pas sept, il n'y en a pas neuf, il y en a une infinité qu'on n'a encore pas été explorée. Enfin, moi, je sais que le fait d'avoir fait, c'est du coup, quand je regarde avec le recul, c'est multiples burn-out neurodivergents, parce que j'en ai fait quand je suis rentrée notamment au collège, où j'avais des stratégies d'aller me mettre toute la pause du midi, où j'allais pas manger parce que j'étais en saturation, je le savais pas à l'époque, hein, mais j'allais me mettre dans la salle des sacs, donc c'était un KGB fermé dans le noir, pour désaturer pendant les 2 heures du midi. Et donc, quand j'ai raconté ça, Psy, elle me dit, bah oui, il y a le test. Donc, il y a des tests que j'ai pas passés, par contre, sur tout ce qui est reconnaissance des émotions, etc. Parce que j'ai fait de ma vulnérabilité une force, quelque part. Et depuis que je suis toute petite, je dessine des emojis, je vais chercher le second degré des mots que je ne comprends pas dans la langue française pour acquérir un vocabulaire, etc. J'ai appris à apprendre avant même de savoir que la science de l'apprentissage existait, parce que bah, j'apprenais en me mettant en mouvement, je faisais des pitreries mais drôles avec des gros mots, des trucs qui se disent pas, mais qui me permettaient de retenir des choses, voilà. Et du coup, j'ai réussi un super parcours universitaire comme ça. Et en même temps, ça m'empêchait pas de surcompenser quand même souvent, parce qu'il y avait des situations sociales que je comprenais pas, parce que parfois je faisais rire à mon insu, parce que je comprenais pas le second degré des blagues quand elles étaient comme ça en direct. Par contre, je les notais et j'allais chercher derrière, mais ça me demandait une énergie de dingue en fait. Hum, hum, quand on sait que le cerveau essaie d'économiser l'énergie, t'en parleras hein, tout à l'heure, il y a un épuisement qui est au quotidien et ça peut aller même très loin. Ouais, Euh, ouais, je- bah, qui est intrinsèque. Et du coup, je parlais tout à l'heure du système dopaminergique. En fait, oui, il est prouvé aujourd'hui par l'imagerie fonctionnelle que non seulement le chemin en fait de la dopamine est différent, la quantité de sécrétion de dopamine est aussi différente. Et en fait, les zones, notamment dans le cortex préfrontal, qui est la zone ben, des fonctions exécutives, hein, donc celle qui permet de planifier, d'organiser, la zone d'inhibition, hein, donc celle qui permet de se retenir, de couper la parole, par exemple, de bouger, etc. Eh bien, en fait, la zone préfrontale, elle est moins épaisse dans certains cas. Alors, c'est pas le cas chez tout le monde. Et la bonne nouvelle en même temps, c'est ça qui est top,
c'est que quand on connaît la neuroplasticité cérébrale et la neurogénèse, on sait qu'on peut créer des neurones et des nouvelles connexions tout au long de la vie. Je ne vais pas revenir dessus, hein, ça fait lien avec d'autres conférences qu'il y a eu. Et du coup, bah, je trouve que c'est super riche, quoi, parce que c'est à chaque fois qu'on est déstabilisé, à chaque fois que je suis déstabilisée dans ma vie ou que ça va pas, en fait, je me dis, ah, mais une porte qui s'ouvre, en fait, pour aller creuser. Et je suis mon premier rat de laboratoire, en fait. C'est ça que je trouve génial. C'est bien ce que enfin, je fais un lien avec ce que tu disais au début. Voilà, c'est pas une maladie et on n'en guérit pas, c'est un mode de fonctionnement. Donc en fait, il y a aussi cette acceptation de se dire, voilà, je, je, c'est comme ça que je fonctionne et pour tout le temps, quoi. Par contre, je peux apprendre comment ça fonctionne et je peux apprendre à me donner les chances de pouvoir effectivement vivre une vie qui soit la meilleure pour moi. Donc ça veut Oui, dire, c'est ce que tu dis, hein, et en relation saine avec les autres, parce que ouais, sans il y a relation saine l'écosystème, avec les autres, je trouve, enfin, c'est impossible, c'est humainement compliqué. parlant, chimiquement, comme on est constitué, d'avoir une vie épanouie. Et Mais c'est là où il y a tout l'enjeu. Moi, je préfère vivre une vie épanouie pour moi que de prendre le risque de mourir d'ennui. oui, et en plus, je voudrais rebondir sur le fait, tu sais que il y a beaucoup de gens qui se disent, enfin, il y a cette acception de se dire, ben voilà, c'est pour tout le temps. Tu vois. Et Ah c'est oui, un oui, oui. travail de tout le temps. C'est pas un Oui, travail, tu as fait un truc et après, voilà, on parlait avec Bernard avant-hier ou hier, le temps s'est effacé, je ne sais plus, que si tu travailles pas, si tu t'entraînes pas, ben, le cerveau, lui, il dit, don't use it, ben, lose it, tu vois. Donc, il y a ce exactement. travail Bah, à c'est ça faire. qui fait le rapport avec la robustesse, parce que dans la notion de Hein. robustesse, hein, qui est ramenée, alors j'aime bien rapporter aussi, c'est très à la mode, hein, la robustesse avec Olivier Amand, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a vraiment des liens à faire avec le mode de fonctionnement neurodivergent et avec l'image aussi de cette forêt, qui est vraiment une forêt primaire, hein, quand on a un trouble du neurodéveloppement, une forêt primaire presque euh, équatoriale, enfin où il y a plein de ronces. Enfin, c'est pas que coloré et avec plein de belles choses. C'est aussi effrayant quand on plonge en soi et quand on voit tout ce qu'il y a. D'autant qu'en fait, on se dit que le fait de ces dendrites qui existent, c'est parce qu'il y a une protéine qui fait pas son job a priori de faire ce travail d'élagage et qui permet d'avoir moins de connexion. Ce qui fait qu'on peut avoir aussi une mémoire particulière. Donc moi j'ai une mémoire, j'ai des détails dont on s'en fout, mais complet, qui sont là et qui jouent comme une fixette, quoi. Je vais entendre une musique la veille. C'est pour ça que j'ai du mal maintenant, surtout depuis que j'ai fait mes burn-out, à sortir le soir parce que j'entends la musique toute la nuit, je ne peux plus, je peux pas dormir, quoi. Ou je vais me rappeler d'un coup, je vois, je sais pas moi, une couleur dehors, poum, j'ai un flash du papier peint de chez mes parents quand j'avais 3 ans, quoi. Et j'ai la vue, le flash hyper. Alors c'est une richesse, parce que du coup, quand on veut travailler sur la mémoire émotionnelle, on vient ressortir des choses qui peuvent être extraordinaires. Et en même temps, l'idée, c'est vraiment de sécuriser pour pas aller ouvrir la boîte de Pandore. Parce que l'idée en neurocoaching émotionnel, c'est de pas ouvrir la boîte de Pandore, c'est de voir ce qu'on veut faire, dans quelles compétences on veut aller travailler, qu'est-ce qu'on a envie de nourrir pour soi, d'où l'importance d'avoir une clarté sur aussi ce qu'on veut, pour aller retravailler les connexions neuronales qui ont été ressources par le passé et aller créer les ressources qu'on a potentiellement perdues si on a fait un burn-out. Parce que ça aussi, c'est une caractéristique propre au burn-out neurodivergent, c'est qu'en fait, on a des pertes de compétences qui étaient déjà acquises. Pourquoi? Parce que aussi, on a plus de difficultés à créer des automatismes, du fait de ce que je viens de décrire. Et donc, comme on a plus de mal à créer des automatismes, les automatismes sont plus rapidement effaçables. Donc, le contexte émotionnel, le contexte sécure, affectif, etc. a d'autant plus d'importance, d'où l'importance de faire attention à l'environnement. On voit que c'est le facteur premier du burn-out classique. Alors, j'aime pas dire classique parce qu'on peut mettre dedans le professionnel, parental, postpartum, etc. Mais en fait, ce qu'on vient voir, et notamment c'était le test de Maslach qui dit MBI, je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, il y a un test du burn-out professionnel qui montre qu'il y a trois grands critères en fait.
Le premier, ça va être vraiment l'environnement. Il y a une surcharge par rapport à l'environnement extérieur. Du coup, il y a peu d'autonomie laissée à la personne et on n'a pas assez de liberté. Ça aussi, c'est quelque chose de très important dans le trouble du neurodéveloppement, mais là, c'est à l'extérieur. Le deuxième, ça va être une forme de dépersonnalisation dans les relations, le deuxième critère. Et après, on va avoir du coup un gros problème dans l'estimation, dans l'estime de soi, en fait. Et c'est ces trois critères qui font qu'on va dire qu'il va y avoir un burn-out professionnel. Mais finalement, quand on retire la personne de son environnement, elle arrive à se ressourcer, elle arrive à se reposer et elle arrive à se reconstruire plus vite. Or, le fait d'avoir un environnement sain et fiable pour la personne qui a un trouble du neurodéveloppement, c'est indispensable, enfin c'est nécessaire, indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si elle ne comprend pas son mode de fonctionnement, elle ne peut pas elle-même mettre en place toutes les stratégies qui lui permettront d'être saine, enfin des stratégies saines pour elle, sachant que ces stratégies, elles sont vivantes et qu'elles bougent tout au long de la vie. Oui, ça veut dire, hein, en d'autres mots, que tu pourrais très bien sortir quelqu'un, tu as un burn-out neurodivergent, hein, tu sors la personne du contexte pour qu'elle puisse, un burn-out classique, on va dire, hein. Il y a cette chance-là pour pouvoir finalement en sortir, etc. Mais sur la neurodivergence, bah, justement, il y a le risque que ça ne se fasse pas, puisqu'il y a une base qui est là, et celle-là, il faut s'en occuper. Oui, C'est de oui, ça qu'on parle, hein. oui. Et ben, en fait, c'est un peu ce qui m'est arrivé, et je suis très contente d'avoir eu toutes ces clés de connaissances, de compétences, d'expérimentation émotionnelle, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de comprendre, d'apprendre, etc. C'est vraiment de mettre en pratique et d'expérimenter avec le corps, avec la voix, avec tout ce qu'on a vu, tout ce que ce dont vous avez parlé, que j'ai expérimenté aussi dans mon propre, dans ma propre vie. Mais en fait, j'ai fait un premier, enfin, ce qui a été diagnostiqué comme un premier gros épuisement professionnel il y a ça plus de 5 ans, et je me suis dit, bah, je vais vraiment m'en sortir, mettre les clés, et c'est ce que je mettrai à profit pour mes clients après, parce que je sais que je peux m'en sortir. Je me suis déjà sortie de situations sans savoir, hein, mais intuitivement. Je savais qu'à chaque fois, c'était l'élan du cœur, de la vie, qui m'avait permis de me retrouver, enfin, de retrouver cette énergie en moi. Et en fait, quand j'ai commencé à sentir les prémices après, alors que j'avais déjà créé mon entreprise, j'étais dans un environnement favorable, avec des clients adorables, avec que des personnes que j'avais choisies, enfin, des cercles de cœur, des cercles de ressources, avec vraiment, mais au top. J'accompagne toujours d'ailleurs mon fils qui a été diagnostiqué, et il est ok, hein, je lui ai demandé si on pouvait parler de lui, il m'a dit oui si tu dis pas mon nom, parce que moi j'accepte comme je suis, mais c'est à moi de dire comment je suis, avec qui je suis. Mais du coup je l'accompagne, et un jour il m'a dit maman, en fait t'es sûre que c'est pas un truc d'autiste que t'es en train de faire là quoi? Et je lui dis ben je m'en doute bien parce que je te vois et tout, et là j'ai vu que ça commençait à me poser difficulté parce que il y avait ce centre d'intérêt spécifique que sont les émotions, que sont toutes les neurosciences en général, et la neuroscience des émotions, de l'apprentissage en particulier, qui étaient là. Et du coup, ben, je reproduisais des schémas qui me mettaient en hyper focus le soir, quand au lieu d'avoir mon pic de mélatonine, eh bien j'avais un autre pic qui était là et qui me mettait en hyper focus, et je voyais plus l'heure passer. Je levais la tête, je voyais pas que c'était 3 heures du matin. Et j'avais pas pensé ni à aller manger, ni à aller boire, ni à aller faire pipi, ni prendre ma douche, rien du tout quoi. Donc oui, j'ai emmagasiné plein de choses, mais en même temps c'était en train de m'épuiser quoi. Et puis, bah, il y avait aussi ce truc où bah, je commençais à avoir bah, plein d'animations avec du monde, où j'étais à fond dans mon sujet, où c'était génial. Mais en même temps, bah, il y avait cette concentration que je dois avoir, où je sais que je capte très très bien, hein, enfin tu le sais aussi, mais les mimiques et l'interprétation qu'il peut y avoir, en tout cas pas l'interprétation, mais le fait de savoir rentrer en résonance et d'être en empathie euh, juste, à la fois en résonance, vibration dans le corps, juste, et résonance cognitive avec la personne pour aller nommer sémantiquement, etc. Je sais que je l'ai, tout ça. C'est des compétences que j'ai acquises. Et en même temps, je sais aussi qu'elles me demandent une grande concentration.
puisque c'est sur mes vulnérabilités que je me suis construite. Donc, c'est aussi de créer cet environnement qui est sain pour moi et de savoir exprimer, accepter. Et d'ailleurs, je te remercie de me permettre aujourd'hui de m'exprimer parce que c'est un pas de plus vers moi et vers l'acceptation aussi de qui je suis. Alors, je suis pas, voilà, je suis pas mes troubles du neurodéveloppement, je suis pas, enfin, moi, je me vois vraiment bien plus petite et bien plus grande que ça à la fois. Donc, ça m'a posé peu de questions d'aller vers ce pas-là. Et en même temps, bah voilà, ça me demande quand même de l'ancrage en tant qu'humaine pour aller parler publiquement de ce sujet-là, de ma vie, pour permettre aux autres de faire ce pas aussi pour eux et à nos enfants d'apprendre à s'accepter, à s'exprimer, à être en fait comme ils sont, qui ils sont, et pleinement. Parce qu'en fait, on a besoin de richesse et c'est en s'exprimant des fois maladroitement et en apprenant aussi à poser euh, des merci pour ta compréhension, merci pour ton accueil inconditionnel. Bah, j'ai merdé quoi, j'ai dit ça, oui. C'est vrai que je prône la bienveillance et il y a des fois, quand je suis dans l'impulsivité, quand je suis dans la perte de contrôle et que j'ai plus d'échappatoire à ce moment-là, eh bien oui, oui, je peux partir dans quelque chose qui est pas juste et où tu aurais préféré peut-être une autre réaction. Et ok, ok, c'est pas juste pour toi. Mais à ce moment-là, j'avais plus d'autres sources parce que je suis épuisée. Et Mhm. d'apprendre aussi à exprimer son niveau d'épuisement. Et puis forcément, hein, le niveau, il n'est pas toujours mesuré en plus, tu vois, avec ce que tu disais. Donc, avec avant d'arriver au stade où on se dit, voilà, je suis épuisée, c'est déjà probablement trop tard. On va revenir dessus, Ah oui, Bérangère. si t'as pas les indicateurs, tu vois pas en Oui, fait. ah ouais. Garder hein, la métaphore du tableau de bord, je trouve ça génial. Ça clignote, mais tu les vois pas. Je regarde vite le chat, Bérangère. Vas-y, vas-y. Alors, il faut que je regarde. On a encore 50 minutes. Oui, le sujet est passionnant. Je sais qu'il y a plein de questions. Je vais regarder un petit peu, d'accord, pour qu'on soit le plus, qu'on puisse répondre et en même temps qu'on puisse quand même garder le fil parce que on voulait parler, tu vois, de bon, pourquoi on est nous à risque par rapport au burn-out. Je pense qu'on a compris. Il faut qu'on parle des signaux d'alerte. Tu vois, tu voulais parler. Enfin, moi, je pense que c'est important qu'on puisse parler de signaux d'alerte, des clés de fonctionnement et puis sensibiliser aussi euh, voilà, toutes celles et ceux et les accompagnants pour mieux comprendre et accompagner la neurodiversité, puisque finalement, les accompagnants, ben, on ne sait pas qui vient nous voir, d'accord? Donc, il peut y avoir des choses qui sont, qui peuvent être compliquées, ou qui sont cachées, et puis on peut faire des choses qui peuvent être aussi pas forcément OK, finalement. Mm. Alors, je lis et je vois. Y a-t-il des accompagnements adaptés aux enfants TDAH afin qu'ils fassent du TDAH un super pouvoir pour une jeune fille TDAH en préadolescence de 12 ans? Alors, je dis oui, puis on reviendra dessus après. Bien sûr qu'il en existe, Bérangère, Oui, des oui. accompagnements. Bien sûr, hein. Oui, 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 Alors en fait, ce que je peux déjà dire pour répondre, mais rapidement, sans forcément aller dans le oui. détail, c'est vraiment d'aller voir, on travaille qu'une compétence à la fois, jamais 50. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'avec un objectif clé, qu'on peut aller voir avec une neuropsy, avec un contact clé, ce qu'il y a, c'est quand on est parent d'enfants neurodivergents et qu'on accompagne, l'idée, c'est vraiment de faire soi-même cette forme de je sais pas comment on dit là, de carrefour en fait, Mm. pour vraiment comprendre et dire ok, là on va transformer cette compétence, on va travailler cette compétence, on ne fait que celle-ci, même si l'enfant il veut pas, ok, on vient noter avec lui ce qu'il y a ailleurs, ce qu'il a envie de travailler, parce que des fois ça va le saouler un peu, et en même temps, on peut nous stratégiquement ramener à cette compétence et l'inviter à aller voir plein d'accompagnants différents avec lesquels ça va matcher et pour lesquels lui va comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, ça va super vite et que en fait, quand on les écoute et quand on voit ce que eux, il est naturel de mettre pour eux en place, eh bien, ça va bien. Après, ce qui est difficile, c'est que des fois, ça se superpose et des fois, ils comprennent pas bien pourquoi. Et la métacognition et la méta-explication et observation de pourquoi on fait ça,
lui expliquer concrètement, bah voilà la compétence qu'on va travailler et concrètement dans ta vie, voilà ce à quoi ça va t'aider. Eh bien, si tu vas travailler par exemple le fait de trouver des objets qui vont te permettre de rester concentré, tu peux mettre un élastique sous ta chaise, un coussin qui se met, des objets stimulants et qu'on explique à la classe ou à la maîtresse ou au prof pourquoi ça va t'aider, eh bien tu vas rester concentré, tu seras plus obligé non plus de regarder ou de rester, on va demander à ce qu'il y ait la liste dans l'ordre des choses à faire sur le tableau. Toutes ces petites choses-là, on va demander et voilà toi quoi ça va t'aider. Parce que tu peux pas à la fois penser à tout ce que tu vas faire après, à l'exercice, la consigne, etc. Et toi, tu vas vraiment pouvoir te développer là-dessus et rester concentré. On peut lui apprendre des techniques de respiration, toutes les techniques aussi de mindset en fait, hein, qu'on peut déjà intégrer au plus bas âge sur, ben, ok, je m'observe, je vois que je suis en train de partir, ça a super bien marché avec mon fils hein, maintenant. Et en fait, eh bien, je reviens, ok, je me rends compte que je suis en train de partir, tout le reste qui est en train de se passer, ok, le prof est en train d'expliquer un truc, de toute façon, je suis plus là. Je reviens dans mon centre et là, je me remets en action. Ça a pris plus de temps. Ok, j'ai besoin de lenteur, ça fait partie des critères de la robustesse, donc c'est ok. Ouais, mais alors, ouais, alors moi j'adore, Bérangère, j'adore. C'est un vrai parcours. Je partage, mais parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble et Mm. tu m'as aidé. On parle de ça depuis un moment. Moi, je me souviens, on avait eu un échange et bon, bah, ma fille, hein, il y a des critères, etc. Et les tests, c'est une catastrophe pour elle. Donc, on avait écrit sur un bout de papier, je dois lire la phrase jusqu'au bout. Si je comprends pas, je fais ça. Nanana, on avait mis 5 points et j'avais dit à la maîtresse, c'est pas une pompe. Est-ce qu'elle peut avoir ça sur la table pour qu'elle puisse faire son test? Elle avait dit oui et ça avait super bien fonctionné. Donc, On peut les écrire, on peut faire des visuels. Ce qui marche ouais. super bien aussi, c'est de faire le visuel à son enfant, Mm. à sa manière. Même Oui, puis si c'est pour nous, chouette. ça veut rien dire. Tu lui demandes, et pour toi, ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que il faut que je pense avant d'eux, j'ai ça à faire. Et en fait, on va travailler la tâche et on vient, c'est le fameux en coaching, je mets le grand objectif, je le coupe en tâches multiples. Mais ça peut être des micro-tâches. Quand on a un problème pour lasser ses chaussures, bah, l'idéal c'est de prendre des scratchs, ok? Mais si l'objectif c'est d'apprendre à faire ses lacets, eh bien, ça va être, je vais regarder l'heure pour avoir 10 minutes de plus pour faire mes lacets. Enfin, c'est des choses comme ça, quoi. Enfin, c'est vraiment adapté à chacun, quoi. Alors, je rebondis, je garde le fil, Bérangère, hein. Ouais, ouais. Si je vois Claire, elle avance et je remets, d'accord? Oui, 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 oui. Focus, Je te focus. laisse. Alors, il y a des choses, donc là, on a répondu. Je voudrais juste, sur la thématique de euh, peur des examens, etc., hein, notamment, Sébastien, tu dis, mon fils réagit très fortement émotionnellement en examen. On a dû renoncer à cet examen. Franchement, je dirais, aller voir un coach neuro-émotionnel. Toi, par exemple, Bérangère, on sait très bien qu'on peut travailler aussi, tu sais, la peur des examens, la Oui, peur, etc., pour qu'on puisse, en douceur, le coaching neuro-émotionnel, ça fonctionne aussi, pour qu'on puisse donc demander à oui, oui, bah Bérangère. oui, j'ai accompagné des jeunes hein, sur Ben oui, la ah, prépa au concours pour aller aux hautes écoles. voilà. J'en ai préparé, Ah, mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va avoir des phobies très spécifiques. Il peut y avoir bah, la phobie des examens, parce que derrière, en fait, c'est tout ce qui se rapporte aux figures d'autorité et qui ne nous ont pas comprises et sur lesquelles on peut avoir calqué des projections, ne me comprend pas. Donc, je ne fais pas confiance. Donc, je ne veux plus y aller. Et donc, ça peut être vrai pour les médecins, la peur du médecin, la peur d'aller dans des rendez-vous médicaux, et du coup, la difficulté à mettre en place des accompagnements qui soient ciblés, corrects, etc. Parce qu'il y a cette peur, cette phobie-là parfois. Donc, j'ai accompagné des gens justement pour les aider à aller faire des approfondissements après. Il y a la peur, tout ce qui est lié aux évaluations, aux examens, avec derrière la figure d'autorité de l'école, du maître, du prof, qui va avoir dit une phrase qui reste fixée là bah, par rapport aussi au propre mode de fonctionnement qu'on a qui reste, voilà, et après qui reste un ancrage hyper puissant, qu'on peut aller retravailler vraiment en lui redonnant concrètement une autre mémoire émotionnelle, une autre intensité, une autre vibration émotionnelle. Et puis après, il y a aussi une phobie que je rencontre qui est la phobie d'impulsivité. mm. On parle très peu, mais enfin qui moi m'avait travaillé et que j'avais travaillé à l'époque, c'est on se voit passer à l'acte, par exemple, on roule dans une voiture, on est au passager là,
et on a envie d'ouvrir la portière. On sait qu'on n'a pas le droit, que c'est hyper dangereux, mais en fait, c'est tellement excitant de se dire, mais qu'est-ce que ça ferait qu'on a presque envie de le faire, quoi. Ça peut être aussi, moi je l'ai eu quand mon enfant il est né, il avait un trouble du neurodéveloppement, il dormait pas, il n'a pas dormi pendant presque 10 ans de sa vie. Donc je vous laisse imaginer aussi l'état de fatigue, apprendre à gérer, mais c'est des pépites pour transformer notre parcours de vie en véritable force et en robustesse, hein, du coup, eh bien, j'avais envie de le jeter par la fenêtre. C'est pas un mythe, hein, c'est une réalité. Et du coup, j'ai appris aussi que cette phobie est hyper protectrice parce que le fait de l'avoir, c'est justement ce qui fait qu'on va pas passer à l'action. Donc, je le partage parce que ça peut peut-être aider certaines personnes qui peuvent le vivre. Et en même temps, le fait de l'avoir, c'est hyper honteux. Enfin, ça peut créer des émotions et des Mhm. choses complexes à gérer. D'où l'importance d'aller le travailler pour se dire, mais non, en fait, je suis pas folle, je suis pas fou. C'est des mécanismes de protection qui se mettent en place et c'est ok en fait. Et ça fait partie du jeu de la complexité humaine en fait. Et c'est là où tu vois, quand tu parlais d'accompagnement pluridisciplinaire, c'est important parce que et voilà, c'est pas qu'une porte d'entrée. Je rebondis encore. On a, attends, j'en avais deux, trois là. Euh, oui. As-tu vu les recherches et les publications du lien entre microbiote, salut Virginie, microbiote intestinal et TND? D'ailleurs, merci d'avoir parlé de dopamine qui peut être stimulée par l'intérêt et le mouvement, mais aussi par la micronutrition. Bien Tu as sûr. parlé de précieuses, bien sûr. La nutrition, c'est aussi un sujet. Tu veux faire un petit mot dessus? Oh, peut-être sur la nutrition par rapport à... Alors, en fait, la Quoi. nutrition, déjà, enfin, il y a la base, hein, mais ça, vous l'avez déjà dit. Enfin, Oui. c'est vraiment d'éviter tout ce qui est nourriture transformée. Alors, il y a aussi quelque chose d'hyper important où ça me fait faire le lien, mais je pense à plein de trucs en même temps. Je Et parlais tout ça, aussi ça me sur... fait penser, faut que je vous le dise, pour vous rappeler, la base de l'hygiène, c'est MDR bébé, manger, dormir, respirer, boire, bouger. Les 5 fondamentaux. Et sain. Et en même temps, quand on a des troubles du neurodéveloppement, qu'est-ce qui se passe? Avec le système dopaminergique qui peut être du coup avec un fonctionnement particulier, on va se retrouver avec des comportements et des conduites addictives. Donc je l'ai parlé par rapport à l'hyperstimulation, mais on va pouvoir retrouver aussi un TCA, donc un trouble du comportement alimentaire. On peut Oui, retrouver tout ce qui est lié à l'alcool, la drogue, le oui. sexe. Enfin, il y a vraiment tout ce qui est, on va chercher la récompense immédiate. Et Mm. ça, c'est vraiment quelque chose qui se travaille aussi. Alors, bien sûr, par rapport à ce qu'on ingère, hein. Enfin, tout ce qu'on, notre corps, il va Mm. être en réaction à chaque fois, hein. Donc, ce qu'on mange, bien sûr, c'est hyper important. Après, après, j'ai envie de dire, encore une fois, un truc à la fois, et en même temps d'aller voir tout en parallèle. Mm. C'est-à-dire que si on vient travailler l'hyperstimulation ou le comportement addictif par rapport au sucre ou par rapport à tout ça, eh bien c'est aussi d'aller voir, de travailler en même temps les connexions qui vont faire qu'on va être moins amené à le faire. Et en même temps, d'aller voir peut-être un diététicien ou quelqu'un qui vient expliquer, et c'est pour ça que je ne veux pas apporter de choses sans aller chercher une documentation précise, mais d'aller chercher les informations dont on a besoin, parce que derrière, ça peut être aussi de faire un bilan sanguin et de voir est-ce qu'on n'a pas une carence. Parce que quand on fonctionne comme ça, on a non seulement la neuroanatomie, mais on a aussi la chimie et les hormones qui sont différentes. Où en fait, on va avoir un système hormonal qui peut être différent. Et ça, on le retrouve aussi par rapport aux douleurs. Enfin, il y a des questions qui se posent beaucoup. Moi, je fais partie de groupes de pairs où on est plusieurs neurodivergents et où on discute beaucoup aussi de fibromyalgie, par exemple. On va discuter, enfin, et tout ça, c'est très en lien par rapport à ce qu'on va manger, par rapport au cycle de la femme, mais par rapport aussi enfin, à l'environnement dans lequel on est. Enfin, quand on regarde aujourd'hui les causes, il y a des causes génétiques, épigénétiques, mais aussi tout un tas de causes qu'on ne connaît pas. Et donc, qu'il serait important, à mon sens, d'aller creuser, vraiment. Donc, on est vraiment sur un fonctionnement en étoile, hein, c'est ce que on retient. Voilà, il y a un centre et après d'ouvrir. Donc, c'est un vrai projet, hein, c'est un management de projet. Ah oui,
voilà, et en même temps, voilà, l'idée, c'est pas de faire peur, hein, c'est juste de dire, voilà, une chose après l'autre, parfois combiner certaines choses. C'est pas un truc qui se règle en 2 jours, c'est un vrai travail. Et en même Et en temps, même temps se foutre la paix. et ouais, tout ça et en même temps sous la paix. Donc, c'est bah, voilà, j'allais dire, c'est la vie et les vagues de la vie. Je voudrais rebondir sur ce que Muriel a dit. Muriel dit apprendre à se connaître et comprendre son propre fonctionnement est primordial. Et en même temps, c'est parfois un vrai parcours du combattant. C'est ce qu'on entend hein, dans notre société où les émotions et le développement personnel sont peu valorisés. Si on rajoute à cela un accompagnement et une réelle reconnaissance du burn-out qui font défaut dans un monde médical classique, ça demande beaucoup de force et de courage pour vouloir se reconstruire. C'est pas, c'est pas toujours évident. Euh, je lis encore. C'est comme un protocole en sophro, des étapes intermédiaires pour aller à l'objectif principal. Plus généralement, la sophrologie peut-elle être un outil qui accompagne un pluridisciplinaire? Bien sûr, Mais toutes, en fait, bien j'ai envie sûr. de dire, mais toutes les Oui, tout ce qui disciplines. existe, hein. Ouais, La ouais. clé, c'est que ça corresponde à la personne, à son moment Voilà. à son besoin du moment. Mm. Voilà. Et que ce soit elle qui décide de le faire pour reprendre, parce que ça, c'est aussi une des clés, pour reprendre vraiment son libre arbitre, sa liberté d'agir, son autonomie, sa responsabilité, sa responsabilisation aussi. Et en fait, c'est vraiment là où l'idée, c'est pas d'imposer quelque chose, c'est vraiment que la personne, elle vienne vers ce qui est juste pour elle. Ok, coucou Annick. Alors, il y a encore 3 commentaires, mais je les laisse exprès de côté pour l'instant, parce que moi, je vois l'heure qui tourne. Je sais que c'est un sujet, si vous voulez développer plus, hein, on mettrait les coordonnées de Bérangère. Tu vas faire des webinaires. Moi, je fais déjà un peu Tu fais enfin, pas je fais mal de des choses, mais apéros tu sur en les, parleras, ouais, hein, je sais. parce que là, à mon avis, enfin, il va y avoir, il va y avoir beaucoup de toc toc toc. Est-ce que tu peux identifier, voilà, parler du masking, parce qu'on n'a pas parlé du masking, Hmm. et puis peut-être parler un petit peu des signaux d'alerte spécifiques par rapport, pour reprendre le fil, hein, au burn-out neurodivergent. Euh, voilà, qu'est-ce que tu as envie de partager, à quoi il faut faire, enfin, il faudrait faire attention. D'abord le masking peut-être, et après les Oui, signaux. bah après le masking, c'est surtout quelque chose qu'on va retrouver. Alors on peut le retrouver beaucoup, on en parle dans le TSA, mais dans les autres finalement, il Mhm. y a aussi hein, ce masking qui se met en place avec des stratégies plus ou moins adaptées. En fait, c'est l'idée de d'imiter, et en plus là où c'est encore plus sournois, enfin encore plus subtil, c'est que on dit qu'on apprend par l'imitation. Donc en imitant, on croit qu'on fait bien, mais en imitant les réactions socialement acceptables et adaptées, donc y compris dans les mimiques hein, qu'on peut avoir, Ouais. les comportements dans une situation sociale donnée, mais qui ne sont pas les réactions spontanées qu'on aurait eues. Et ben, je parle, enfin, j'ai fait un post ce matin sur l'inertie émotionnelle, qui est en fait que face à un même déclencheur, on sait qu'on va tous réagir de manière différente. Ce qui est un peu plus différent encore pour les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement, c'est qu'il peut y avoir un effet retardataire, parce que vous imaginez bien que, en plus, a priori, on filtre pas toutes les infos hein, en permanence. Donc, le temps que l'information elle arrive, il y a déjà un décalage dans le temps. Donc, il y a eu d'autres déclencheurs pour les autres. Donc, on ne sait pas forcément quel déclencheur est en train de se mettre en place et qui fait que on a cette réaction émotionnelle-là. Très souvent, il y a des intensités qui sont particulières, qui peuvent être soit exponentielles, soit tout à fait passées en dessous des radars. C'est ce qu'on va appeler aussi après la saturation émotionnelle. Enfin, c'est encore autre chose, mais on va parler de Meldon et Sheldon pour Mm. le TSA. Et en fait, on va avoir des types de réactions, c'est-à-dire que là où on va s'attendre à avoir des rires ou des larmes, ça peut être inversé, quoi, chez la personne qui a un trouble autistique. Parce qu'elle n'a pas forcément encodé ou parce que pour elle, libérer la bonne hormone ou le bon message pour elle, c'est pas cette réaction-là qu'elle aurait dû avoir. Donc, qu'est-ce qu'elle vient créer? Elle vient créer en face, quand elle masque, un visage qui est celui qu'elle a répertorié comme celui qui est attendu pour continuer à garder du lien humain, hein, qui est quand même hyper, enfin qui est fondamental, qui est un besoin neurobiologique si on veut rester en sécurité et en harmonie avec les autres. Et en même temps, elle vient créer une forme de dissonance à l'intérieur
euh, voire de dépersonnalisation. Et c'est là où ça devient hyper dangereux pour la propre personnalité de la personne, c'est qu'en fait, elle va plus réussir à capter, même quand tout est arrêté autour d'elle, qu'est-ce qui lui correspond vraiment en fait, enfin qui elle est. C'est plus parce que depuis toujours on lui a dit que c'était bien de réagir comme ça, mais elle aurait pas réagi comme ça. Mais du coup, en plus, il y a la moulinette qui se met en route et du coup qui se dit, bah, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mental et qu'il est hyper important d'apprendre à revenir dans le corps le plus proche possible de l'instant, ou si on n'a pas pu le faire, au moins d'avoir capté l'instant pour revenir après, quitte à se mettre en mode mute, quoi. Après, il y a plein de techniques de régulation. Plus on le fait, plus on sait le faire dans l'immédiateté, au quotidien. Ce qui est hyper intéressant, c'est de le faire avec des proches parce que l'enjeu affectif est hyper important, donc les intensités sont là. Et en même temps, si on explique qu'on est en train de s'entraîner, il y a peut-être moins d'enjeux au risque de rupture, comme il peut l'avoir dans le monde professionnel. Mais c'est de s'entraîner en fait qui fait que on peut le faire. Puis on peut le faire avec des collègues aussi, hein. Moi, je me rends compte que finalement, je me suis entraînée sur plein d'outils de dev perso, de coaching, de choses comme ça quand j'étais RH. Je le faisais avec des collègues avec qui j'étais proche. Je disais, bah tiens, je suis en train de m'entraîner. J'ai vu, j'ai lu, j'ai fait une fond de salle sur tel outil. Est-ce que je peux m'entraîner avec toi? Et même quand il y aura du monde pour voir comment ça marche, comment ça fait avec moi, etc. Enfin, je parle d'outils de PNL, de choses comme ça, quoi. Parce que d'avoir un outil comme ça, c'est bien, mais en fait, si on ne met pas en pratique, juste ça sert à rien, quoi. Mm, 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 mm. Bon, je suis peut-être encore repartie un peu trop loin, je sais pas. Oh, c'est OK. Ok. On peut passer, si tu veux, sur les symptômes. On a Marie qui demande, mais on va les aborder, hein. Est-ce qu'il y a des symptômes spécifiques, tu sais, lors du Oui. burn-out ou pour les personnes neurodivergentes? Alors, en fait, en amont, Mhm. souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une recrudescence des traits neurodivergents, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas. Donc, tout ce que je viens de dire, problème de concentration, difficulté à se mettre à une tâche, difficulté à être en hyperfocus, à se retirer d'une tâche, à capter ses besoins de repos, à identifier qu'on a besoin de repos. Difficulté aussi à poser ses limites. Donc, pas seulement poser ses limites une fois que les autres voient qu'ils ont passé notre limite, mais nous-mêmes à capter les indicateurs et pas seulement de dire ah bah là c'est trop, hein. C'est vraiment d'aller chercher avec l'indicateur du corps. Donc il y a différentes limites qu'on peut ressentir dans le corps. Après, il y a des limites qu'on a dans l'espace-temps, les fameux tiers médians objectifs, de voir qu'en fait on n'arrive plus à les respecter. Tout ça, c'est les prémices en fait qui peuvent être là. Après, ça peut être aussi tout ce qui est lié à la difficulté de ce qui marchait bien pour réguler ses émotions et qui marche plus à un moment donné. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à l'impulsivité, d'avoir des pics de colère, comme si voilà, il y a tout ce qui ressort qui est là, alors que fondamentalement, objectivement, il n'y a pas de raison de se mettre en colère. Mais sauf que comme le cerveau, c'est pas qu'il est en surcharge, c'est qu'il passe l'étape de la surcharge pour passer en presque saturation. Mhm. Donc il peut y avoir aussi pour tout ce qui est autistique, ce qu'on appelle le shutdown ou le meltdown, hein. Je commençais à en parler tout à l'heure. Le shutdown, ça va être, poum, j'appuie sur off. Et là, il peut y avoir même un mutisme, des problèmes de communication. Plus être capable de parler, d'écrire, ni même de regarder la personne. Moi, ça m'est arrivé, mais combien de Ça, c'est fois, important à dire, hein. d'aller m'isoler parce que je ne pouvais plus. Et je me disais, mais qu'est-ce que t'as? Dans ma tête, c'était, mais purée, mais arrête, mais qu'est-ce que t'as? Enfin, parce que je comprenais pas, en fait. Et puis l'environnement ne comprend pas. Tu vois, l'important, Mais il oui, faut expliquer parce que l'environnement, lui, il réagit à ça et apporte encore une violence en réaction. oui, bien sûr. Et Parce ça que en apparence, amplifie. ça va bien. Oui, oui, Surtout si on a appris à masquer. oui. Donc il peut y avoir voilà cette forme de mutisme. On a juste besoin de se recentrer, de comprendre ce qui est en train de se passer, de réguler, de mettre en place les choses qui sont bonnes pour nous. Et des fois, c'est voilà, l'environnement est pas toujours évident, mais par contre, quand on le sait et quand on a repéré que c'était comme ça, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, c'est très facile de dire écoutez ou de dire stop ou de prévenir. Enfin, de dire écoutez quand on est en shutdown, c'est pas possible. Mais Oui. il y a ce qu'on appelle des cartes aussi qu'on peut mettre.
Mais ça, c'est si on a parlé de notre difficulté déjà dans notre environnement professionnel. Si on n'en a pas parlé, c'est plus difficile. Mais d'avoir une Mhm. carte en disant stop, j'ai besoin de pause, de... Et là, Ou un petit vraiment de drapeau, tu sais, réussir. les couleurs. Mais pareil, il faut en avoir parlé, tu vois. Oui, oui, mais après, c'est de créer ses propres cartes. Puis il y a des supports qui Mhm. existent hein, avec les centres des ressources pour l'autisme. Il y a déjà des cartes qui existent, il y a Mhm. des supports, on peut aller voir des conférences. Enfin, il y a déjà plein de choses qui existent là-dessus. Donc ça, voilà, il va y avoir ce truc, ce off. Il y a même ce qu'on peut appeler, ce qui pourrait ressembler à des malaises vagales, un malaise vagal. Moi, j'ai compris après coup que j'ai eu fait plein de malaises de ce type quand j'étais plus jeune. Et on disait, bah c'est rien, c'est un malaise vagal, mais c'est quand même bizarre. Elle garde les yeux ouverts, mais par contre, elle dit plus rien. Elle est tombée, mais elle dit plus rien. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose et que mon fils a vécu. Je disais, bah, ça doit être un malaise vagal. Voilà. Mais quand on comprend du coup comment fonctionne le système nerveux autonome et comment on peut avoir du coup réellement un contrôle dessus, c'est hyper salvateur quoi. Mhm. Et plutôt Meltdown. le meltdown, ça va être la crise d'impulsivité, le fait d'exploser et de plus pouvoir se tenir. J'ai accompagné un manager en entreprise, il était super bon, c'était un manager de proximité, mais il balançait les boulons dans l'atelier et il envoyait des volets, des envolées de gros mots à tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, il disait mais c'est pas possible, il est super bon, on comprend pas. Et du coup, on est allé voir ensemble, il avait des bouchons d'oreille, la texture pouvait pas lui aller. La lumière, ben c'était compliqué. Il partageait son atelier avec quelqu'un qui venait bouger ses outils, qui les remettait pas à sa place. Donc ça, faut savoir aussi que trouble autistique, hein, c'est ses affaires, c'est pas les affaires des autres. C'est comme un prolongement de soi. Hein. Enfin, moi je sais, j'ai appris, alors j'ai beaucoup partagé dans mon enfance, donc mais ça a été toujours à quel prix. Ça aussi, c'est important à avoir. C'est une stratégie. On voit à quoi elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle nous coûte comme énergie et enfin, comme énergie et comme coût émotionnel en fait à mettre en place. Et comme et c'est tous ces paradoxes aussi qui sont plus plus mis en avant. J'ai envie de dire le fait de j'ai envie d'être avec les autres et quand je suis avec les autres, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me reposer toute seule. Je suis toute seule et bon sang, les autres ils sont ensemble, j'ai envie d'être avec eux et je peux pas parce que et ben là c'est parce qu'en fait on est déjà en presque saturation quoi. Il y a de la perte de compétences aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que Mhm. des compétences qui étaient acquises avant deviennent difficiles d'accès. C'est-à-dire de structurer ses idées, d'être en capacité de monter un argumentaire, par exemple, quand on l'a toujours fait avant. Ça peut être de structurer aussi plus simplement sa soirée, quoi. Moi, des fois, quand je rentre, alors pourtant, j'ai fait un truc sur un sujet top, je rentre, bon, mon chéri, il sait, hein, et je lui dis, je peux plus, enfin, il comprend. C'est lui qui me dit, va te laver, va prendre le temps pour toi. On a toujours ce qu'on appelle notre stock tampon à la maison pour pas avoir besoin de cuisiner s'il n'y a pas un reste ou quelque chose, parce que je ne peux plus. Je ne peux plus. Et je ne sais plus dans quel ordre je dois faire les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'avant, j'arrivais à surcompenser. Aujourd'hui, je peux plus, mais j'ai mis en place d'autres stratégies. J'ai appris à demander de l'aide, un truc hyper important. Les personnes qui ont un trouble de neurodéveloppement ont toujours appris à se débrouiller toutes seules par leur propre mode de fonctionnement où on leur a toujours dit mais non, c'est pas grave, mais non, t'en fais trop, mais enfin, t'as l'air d'aller bien, pourtant, etc. Donc en fait, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont débrouillées, pour pas dire démerdées, toujours toutes seules. Et la grande difficulté Pas après, confiant pour elles mais qu'elles oui, peuvent faire, tu vois. mais oui. Et Ouais. en plus, comme elles voient que les autres, elles font, mais qu'elles n'ont pas les coulisses des autres, elles se disent que ça se trouve, c'est normal que ce soit aussi difficile pour les autres de temps en chier, pardon pour le gros mot, mais parce que des fois c'est vraiment ça, hein, comme ça. Et bien que du coup, c'est normal. Et puis en plus, on dit tellement, mais en fait, mériter sa vie, tu vois, il y a cette Ouais. notion de douleur avec le travail et tout. Et du coup, on n'arrive pas à transformer ce elle avec cette chaleur et de transformer la douleur en douceur, en chaleur, tu vois. Ça demande tout un travail quelque part d'acceptation et puis de passer aussi le cap du regard des autres. Et si on n'a pas passé vraiment fondamentalement ce cap de l'amour de soi, c'est plus difficile. Mais voilà, je me suis réégarée, mais j'espère que j'ai répondu un petit peu au fil des Ouais. manifestations.
Sur les symptômes, et tu parlais d'amour de soi, parce qu'on on perçoit aussi une caractéristique qui est que c'est compliqué avec l'estime de soi, l'amour de soi. Il y Oui, a souvent des rapports à il arrive quelque chose et c'est à cause de moi, tu vois, et c'est oui, pas le feu passe au rouge, ben tiens, c'est à chaque fois que je suis là, le feu il passe au rouge, tu vois, ça pourrait être un peu une exactement. métaphore, hein. Oui, Euh, et ça demande qu'il y ait un vrai travail pour soi, avec soi, donc la personne, mais que l'environnement aussi puisse être aidant, hein. Donc, oui. ça marche pas tout seul, hein. Ça marche pas tout seul. Ben, en fait, c'est vraiment, mais c'est aussi de se faire confiance dans son intériorité. Et ce qui Mm. est très difficile, justement, surtout quand il y a un TDAH, c'est ce que vous aviez évoqué. Alors, je ne l'ai pas entendu parce que j'étais pas là tout le temps avec Christophe Hague, mais de revenir dans son centre et dans le silence de Mm. soi. Ouais. Et c'est là qu'en fait, on voit. Mais par contre, pour revenir dans le silence de soi, une des stratégies que j'ai mises en place pour moi et qu'après j'ai désaturé parce que j'ai vu que c'était pas forcément sain sur le long terme, mais que je mets aussi en place et que je montre à mes clients, que je leur explique qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la multifocalité en fait. Parce que plus tu vas concentrer ton attention sur plein de choses, plus tu vas pouvoir lui dire, OK, là, je suis concentrée sur ma respiration, sur peut-être un bruit qui est là, environnant, et en même temps, c'est mes encres, et en même temps, je peux scanner mon corps, je peux aller voir ce que ça fait. Si c'est pas très agréable ou si je repars parce qu'il y a une pensée qui vient, je sais que j'ai mes encres qui reviennent, et voilà, je me recentre. Et en fait, c'est tout un travail qui fait que, en faisant cet exercice, avec une redondance, une répétition. Redondance, c'est une des caractéristiques de la robustesse, c'est pour ça que je la place ici. Eh bien, en fait, ça permet de rester reconcentré. Peut-être en mettant aussi une musique derrière. Ce que moi, j'ai appris à enlever au fur et à mesure. Voilà. Parce que, en fait, je me rendais compte que ça venait surstimuler mon besoin de surstimulation. Et du coup, c'est aussi en apprenant à son système de récompense à retarder petit à petit la récompense et à remettre les bonnes connexions, enfin les connexions, Reviens avec nous, Bérangère. Dites-moi que c'est chez et Bérangère. celles qu'on souhaite changer. Tu m'entends? Oui, oui. Ok, tout le monde entend Bérangère? Il y a eu une petite coupure. Panique à bord. C'est parce Sur- que je parlais de connexion. Donc, du coup, ça m'a déconnecté. Alors, je rebondis sur la musique, effectivement, parce que tu vois, on parle de multifocalité qui permet finalement de reposer, tu vois, un central. Donc, les neurodivergents, par exemple, les enfants qui te disent, moi, je veux faire les devoirs avec la musique. Mhm. Bah, si c'est Oui, bon pour eux, dis oui. bah oui. Alors, ma Et fille, qui n'est pas diagnostiquée, elle, mais qui fait ça, et je lui dis, OK, par contre, tu te laisses un temps, et après la musique, tu l'enlèves. En fait, après, c'est à eux de les autonomiser avec l'espace-temps et de leur faire essayer après, de refaire faire leurs exercices sans la musique. Mais quand on est dans une maison de neurodivergents aussi, des fois, il y a peut-être le bruit des autres parce qu'on peut être très bruyant et en même temps ne pas supporter le bruit. Et en fait, chacun a ses besoins spécifiques. Donc en fait, c'est comment aussi on trouve des stratégies globales dans la famille. C'est pour ça que ça demande aussi une éducation parentale, une éducation familiale. Enfin, il y a vraiment plein d'aspects à aller voir derrière. Et en fait, c'est de pouvoir retarder. Et il y a un truc aussi qui est hyper important, c'est les odeurs, etc. C'est en fait, on va aller créer l'environnement qui vient stimuler notre système intérieur, on vient le créer à l'extérieur, donc ça demande de savoir ce qui nous plaît, etc. Et petit à petit, moi au départ, je mettais, voilà, j'avais mes objets, la musique, l'odeur, tout. Et en fait, petit à petit, j'en ai enlevé un. Et après, j'en ai renlevé un. Et j'en ai renlevé un. Et maintenant, je mets plus du tout d'appétence pour aller faire une tâche dont j'ai horreur. Et en fait, je la fais jusqu'au bout avec un timer bien serré, comme ça je sais que ma torture va pas être trop longue. Et quand c'est à la fin, je m'auto-félicite et je lâche, mais par moi-même, sans qu'il y ait de stimulant extérieur, pour que mon système puisse se mettre tout seul en auto-régulation fonctionnelle sur la durée. Mais ça demande du job, hein.
Ouais, t'as pas fait ça comme ça, hein, on est d'accord, Ah hein, non, oui, oui, il y a des années de travail et d'expérimentation, hein, c'est comme ce que disait Bernard, ça demande de la répétition, encore et encore, donc on est dans l'action, d'accord? Il y a une ah mise oui, en action qui est très claire. J'espère que ça donne vraiment des clés pour vous qui êtes ici, et notamment il y a beaucoup de parents, hein, et alors, un pour les enfants, et puis pour soi aussi, hein, parce que euh, quand on apprend à 60 ans ou même à l'âge adulte finalement qu'il y a possiblement un trouble neurodivergent euh, et qu'on a pu faire des burn-out, etc., ça change complètement la donne, hein, sur l'histoire qu'on a et ce qu'on va en faire, tu vois, de ce oui. qu'on va Et faire l'histoire après. de nos proches, et on en a Et parlé oui, aussi de nos des générations précédentes, de mieux comprendre des comportements, des peut-être parfois aussi, hein, moi je l'ai vécu, des tragédies, ouais. mais qui peuvent s'expliquer avec ce prisme-là aussi et d'apporter des éclairages. Et du coup, d'où l'importance et pour moi aussi d'en parler aujourd'hui pour éviter qu'il y ait d'autres tragédies qui se passent et qu'on puisse avoir les clés qui sont justes. Alors, je sais pas si tu as la réponse, Bérangère, ça c'est ma question. Euh, on- le grand public, hein, non averti, dit, oh oui, bah, de toute façon, il y en a de plus en plus, on en parle, ça pousse comme des champignons. Moi, je pense, hein, sans avoir vérifié de chiffres, que c'était juste pas diagnostiqué avant, en fait, hein. Oui, alors en France, ben, Beaucoup. il y a un podcast de Yann Lestrade qui dit qu'en fait en France on est hyper en retard et qu'à partir du moment où ça devient avec un retentissement hyper important dans nos vies, parce que c'est pas juste j'ai oublié mes clés, hein. Enfin, Euh, le TDAH c'est pas juste ça en fait, hein. non. Mais quand ça devient vraiment avec vraiment un retentissement hyper important, bah là, il y a à quoi se poser la question. Et oui, on est en retard de diagnostic. En fait, d'après l'OMS, il y aurait environ 15% chez les enfants de troubles du neurodéveloppement au niveau mondial. Ça dépend après en fonction des pays, ceux qui sont Oui. avancés, ceux qui le sont moins. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'hypersensibilité, on est entre 16 et 20%. Donc je me dis qu'il y a certainement une part des bulles qui doivent se rejoindre, hein, plus ou moins, Mhm. de ces deux statistiques-là. Et après, à l'âge adulte, on descend à 10%. Pourquoi? Parce que, eh bien, vu qu'on on voit, hein, la construction neuronale est terminée, il y a peut-être des stratégies en fonction de ce que la personne elle-même elle a mis en place, de l'environnement dans lequel elle a grandi, finalement de tout ce que vous avez vu aussi dans les conférences précédentes. Eh bien, la personne, ça peut lui suffire en fait, et de son propre mode de fonctionnement aussi, à aller correctement dans la société, s'épanouir, même si c'est avec un côté un peu plus atypique. Donc quand je dis atypique, c'est vu d'un œil extérieur, mais que ça lui pose aucun problème dans son quotidien, quoi. Oui, donc en fait, là, le message, là, parce qu'on a une question, quand est-ce que, alors, attends, comment on peut se faire diagnostiquer? Le message, c'est, entrons dans un processus, par exemple, si ça vient entraver notre bien-être, notre quotidien, la vie et de nous ou des autres, enfin, de notre cercle, etc. Si on sent qu'il y a quelque chose qui est compliqué, ben de rentrer dans un parcours. Mais si tu es bien avec ça, que ça dérange personne, ni toi, etc., ben, tu peux très bien, t'es pas obligé, tu peux faire par curiosité, mais t'es pas obligé forcément de rentrer dans un parcours. Mm. Non, non, on n'est pas obligé de rentrer dans un parcours. En fait, c'est vraiment libre à chacun en fonction de ses besoins. Après, le diagnostic, c'est compliqué parce que les centres des ressources pour l'autisme sont souvent saturés pour faire les diagnostics. Après, on peut passer par un professionnel en libéral. Le médecin traitant reste le premier point d'entrée. Les centres de ressources spécialisés sont les troisièmes niveaux. Les deuxièmes, c'est tout ce qui est centres médicaux psychologiques. Alors attends, faut que je note parce qu'effectivement, tu vois, c'est un parcours de combattant pour beaucoup. Alors bien sûr, on est sur le burn-out Oui, neurodivergent, et mais c'est pour ça que c'est pas, en fait, là, le diagnostic, c'est plutôt d'aller en prévention ou d'être en reconstruction et pour éviter des récidives. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu, enfin, le bon sens, c'est d'aller voir un professionnel de santé, en fait, un médecin. Et ça peut être un psychiatre ou si c'est même un médecin, le médecin traitant qui vous dit ben, d'aller voir même un neuropsychologue qui est spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement. Moi, j'ai volontairement pas voulu me mettre dans les diagnostics parce que bah, j'ai pas le parcours, le bagage dans cette universitaire dans ce domaine-là oui. à proprement parler. Et moi, j'ai vraiment ce point d'entrée analyse par rapport au côté émotionnel où moi, je vais plutôt faire un bilan
du fonctionnement social émotionnel, où vraiment on est sur quelque chose de psychométrique, où on va voir la personne dans son environnement, quand elle est en interaction, comment ça fait pour elle. C'est ce que vous voyez là, en fait, Oui. VQI. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un accélérateur de prise de conscience. On vient voir là où la compétence, elle pose problème dans le quotidien de la personne par rapport à elle-même. J'ai envie de dire, on s'en fout de la taille du QE. Ce qu'on vient voir, en fait, c'est, il faut imaginer des compétences avec une roue et on va voir si la roue, elle est fluide, si c'est équilibré ou si c'est déséquilibré, s'il y a un rayon qui est plus grand, voire carrément plus grand, et que bah, la roue du vélo, voilà, ça fait cabosser ou que ça nous arrête, quoi. C'est ça qu'on vient voir, en fait. Alors, donc, pour récapituler, si on veut se renseigner sur la il existe plein de choses hein, sur le trouble du Oui, neurodéveloppement. Hein, il y a plein de sites, etc. On peut aller voir s'intéresser au TDAH, TSA, etc. Moi, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que toi, tu es vraiment, toi, tu vois l'ensemble, quoi. T'es, oui, de position, et c'est vraiment ça qu'il s'agit. C'est pas rester juste collé à un truc, c'est de prendre de la hauteur, cette je sais pas comment on dirait, méta-analyse. observation Méta-observation, méta-analyse. holistique, c'est ouais. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, si vous sentez, vous voyez qu'il y a des choses que Bérangère dit, ça résonne, etc., de prendre de la hauteur et se dire, OK, peut-être qu'on peut aller voir là, 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 il n'y a pas une clé particulière. Euh, Est-ce que tu peux, parce que l'heure passe et il nous reste Oui, 3 minutes, on va parler des actualités, Bérangère. Qu'est-ce qui est au programme? Voilà. Qu'est-ce que tu fais? À quand la formation ou, tu vois, sur le sujet pour prendre de la hauteur? alors, des formations sur le trouble du neurodéveloppement. Sur mon profil LinkedIn, j'ai fait exprès d'attacher une des publications que j'avais fait où il y a une formation qui est proposée par FunMOOC TND, par le CHU de Montpellier, qui est très bien faite, qui vulgarise un peu, mais qui est bien en fait pour une première approche. Euh, Après, moi, j'anime très régulièrement l'apéro des funambules. Les Oui, funambules, c'est mon univers, hein. C'est les emojis un peu fun en forme de bulle qui représentent justement nos émotions, nos pensées, notre stress. Et quand elles nous assaillent au quotidien, ben, on a tendance à se prendre pour elles et à devenir des funambules. Donc, c'est comment on arrive à justement ne pas se prendre pour nos émotions, etc. Et rester en équilibre. Le prochain apéro, c'est le mardi 10 février de 18h30 à 19h30. Et le thème, ce sera les funambules activent les 3 R du self-care. Donc, je vais parler robustesse, repos et respect de la robustesse et du repos. Voilà. Euh, Après, j'anime aussi beaucoup avec le jeu. Donc, je vais animer une partie de jeu du Tao. Alors, en fonction de qui s'inscrira, je le ferai soit en ligne, soit en présentiel. C'est le 27 février 2026. L'idée, c'est qu'on est notre premier adversaire, c'est nous-mêmes, et c'est d'aller travailler sur une quête personnelle, professionnelle, et de pouvoir travailler avec les éléments aussi de la nature. Moi, je travaille beaucoup avec la nature, les animaux aussi, des personnes que j'accompagne, qui sont des messagers formidables, avec qui j'ai une connexion qui est juste incroyable et que j'adore en fait. Donc je les ai intégrés. Là, j'ai fait une formation l'année dernière d'ailleurs là-dessus. Je sais pas trop, j'en ai pas trop parlé, mais voilà. Et puis il y a un rendez-vous à Lyon le 13 mars que je co-anime avec Valérie Roulier qui fait de la facilitation graphique aussi. C'est le rendez-vous Eureka et c'est vraiment permettre à tous les managers, leaders et aussi les leaders de leur propre vie en fait qui ont envie d'apprendre à faire d'eux-mêmes leurs premières robustes ressources pour matérialiser vraiment leur projet de vie, de rêve, leur projet pro, leur projet en fait. il y Voilà. a Valérie qui est là. Ah ouais, ouais, Salut Valérie. Où chouette. est-ce qu'on trouve toutes ces... Alors attends, il y Alors, a j'avais mis Dunia qui met le les lien liens. vers Actu et ressources de mon site Voilà, internet. elle est en train de les mettre, Dunia. J'avais pas mis, si vous voulez me joindre directement, moi j'ai un calendrier, mais je l'avais pas mis, je vais le mettre. Euh, et si vous voulez, je peux même vous lire un petit poème avant de partir, parce que j'adore la Vas-y, poésie. vas-y. Ah oui, mais moi j'adore les poèmes que tu fais. D'ailleurs, j'avais Je bien l'avais eu lu l'honneur à un d'avoir un poème. apéro, mais là j'ai très envie de vous le relire, parce Allez, que vas-y. j'y ai pensé. Alors attendez. Parce que mon prochain projet aussi que j'ai depuis longtemps, c'est de sortir un recueil de poèmes et d'histoires courtes. Mais comme je suis neurodivergente, c'est un vrai parcours du combattant. D'autant que je suis aussi maman, vous l'avez compris, et que j'accompagne. Et je vais vous lire ce poème. Panoplie de sourires. Sourire d'enfance, sourire d'insouciance.
sourire d'adolescence, sourire d'insolence, sourire de circonstance, sourire de convenance, sourire d'appartenance, en résonance, sourire forcé, excédé, sourire gêné, inversé, sourire sincère, d'admiration, sourire austère, d'indignation, sourire de tendresse, de compassion, sourire de paresse, de délectation, sourire de tristesse, de soulagement, sourire de sagesse, d'épanouissement, rire de plaisir, de jouissance, rire à loisir, en confiance, rire aux éclats, de joie, rire en soi, narquois. Le sourire souvent apaise, crée du lien, met à l'aise. Mais attention au sourire qui mesquin, épuise, car il existe un sourire d'une insidieuse violence, qui comme un vampire aspire, met en carence. Celui qui, sans conscience, vibre en dissonance. Pour respirer, hein. Merci, Bérangère. Voilà, j'avais très envie. Bon, bah, c'est partagé. Tu vas me faire descendre les larmes, là. C'était très, très beau, Bérangère. Merci beaucoup. On va clôturer avec ce très beau poème. Voilà, c'est un grand cadeau. Merci, Bérangère. Merci. On pourrait en J'ai des parler frissons encore partout. plein. Ouais, moi J'adore. aussi. J'espère qu'on te verra encore parler pendant de nombreuses années du sujet, euh, parce que tu as une capacité à expliquer, voilà, avec pour nous en tout cas, une facilité, mais qui est peut-être pas facile pour toi, mais en tout cas, voilà, merci pour avoir pu transposer avec des mots aussi simples quelque chose de si complexe. Je t'envoie Merci. plein Bah, tous les d'amour. merci. Merci à vous pour votre écoute. Et puis, ben, belle continuation et Je peux que vous inviter, voilà, à suivre Bérangère, suivez-la sur LinkedIn, allez voir ce qu'elle fait sur son site web. Voilà, appelez-la pour prendre en charge vous ou vos enfants. Voilà, c'est pas de la magie, mais c'est magique. Voilà, plein d'amour vers toi, Bérangère. Merci. On se retrouve. construisons-nous sur nos vulnérabilités. Elles sont nos forces. On se fait Allez, une petite pause. Ciao, ciao.